Tu crois encore que l'amour récompense la bonté? Que les cœurs purs finissent dans les bras de ceux qui les méritent? Regarde autour de toi. Le mensonge le plus cruel qu'on t'ait jamais vendu, c'est que l'amour suit la morale. Que si tu es assez gentil, assez patient, assez dévoué, quelqu'un finira par te choisir. Mais la vérité brûle plus fort que ce conte de fées. Ceux qui manipulent, qui prennent, qui blessent, ce sont eux qui collectionnent les cœurs. Et toi? Toi qui donnes sans compter, qui écoutes sans juger, qui pardonne sans condition, tu restes là dans l'ombre de ta propre générosité à te demander pourquoi tu n'es jamais choisi. Cette douleur que tu ressens quand tu vois celui ou celle que tu aimes courir vers quelqu'un qui ne lui donnera que des miettes. Ce n'est pas de la jalousie, c'est de la confusion existentielle. C'est ton âme qui hurle « mais j'ai tout fait comme il fallait ». Sauf que « comme il faut » n'existe pas dans le langage du désir. Le désir ne parle pas morale. Il ne connaît ni justice ni équité. Il parle tension, mystère, inaccessibilité. Il parle de ce qui échappe, de ce qui résiste, de ce qui ne se donne jamais complètement. Tu as appris à être disponible. Eux ont appris à être indispensables. Tu as appris à rassurer. Eux ont appris à inquiéter. Tu as appris à donner des certitudes. Eux donnent des frissons. Et pendant que tu construis des ponts, eux creusent des abîmes qui donnent le vertige. Cette réalité te dérange? Parfait. C'est le début de ta libération. Parce que comprendre pourquoi les méchants attirent à l'amour, ce n'est pas devenir méchant. C'est comprendre les mécanismes invisibles du désir humain. C'est découvrir pourquoi nous sommes tous programmés pour courir vers ce qui nous fuit et négliger ce qui nous attend. C'est aussi comprendre pourquoi ta bonté, cette vraie bonté qui vient du cœur, peut devenir ton plus grand sabotage amoureux. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que tu l'utilises comme un costume pour masquer ta peur d'être toi-même. Aujourd'hui, nous allons déconstruire cette illusion. Nous allons plonger dans les abysses de la psychologie humaine pour comprendre pourquoi l'amour ne suit pas la morale, pourquoi le danger séduit plus que la sécurité, et comment tu peux récupérer ton pouvoir sans perdre ton âme. Parce que la question n'est pas « comment devenir méchant pour être aimé ?» La vraie question est « comment être authentiquement toi tout en comprenant le jeu que les autres jouent ?» Si cette réflexion résonne déjà en toi, pense à t'abonner maintenant. C'est un geste simple, mais qui nous permet d'aller plus loin ensemble. Pour comprendre cette tragédie moderne, nous devons remonter aux racines de ce qui nous fait vibrer en tant qu'êtres humains. Nietzsche l'avait prédit, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Mais il avait oublié de préciser que ce qui nous rend plus fort nous rend aussi plus attirants. La souffrance, le danger, l'incertitude, ces forces qui devraient nous repousser, exercent sur nous une fascination primitive. Tu vois, ton cerveau reptilien, cette partie ancestrale qui a gardé tes ancêtres vivants pendant des millions d'années, ne fait pas la différence entre un prédateur et un partenaire qui te fait souffrir. Les deux élèvent ton adrénaline, les deux activent tes systèmes de survie, les deux te rendent vivant. C'est le paradoxe fondamental de l'attraction humaine. Nous sommes biologiquement programmés pour être attirés par ce qui nous déstabilise. La personne qui te dit « je t'aime » tous les jours active tes circuits de récompense pendant quelques semaines. Puis c'est fini, ton cerveau s'habitue, il cherche autre chose. Mais celle qui te dit « je t'aime » puis disparaît 3 jours, celle qui te complimente puis t'ignore, celle qui te fait sentir spécial puis ordinaire dans la même conversation, elle garde ton système nerveux en alerte permanente. Elle devient ta drogue. C'est ce que les psychologues appellent le renforcement intermittent. Le même mécanisme qui rend les machines à sous addictives. Tu ne sais jamais quand va tomber la récompense, alors tu continues à jouer. Les gentils donnent des récompenses constantes et prévisibles. Les méchants maîtrisent l'art du renforcement intermittent sans même le savoir. Mais il y a plus profond encore. Dans une société qui nous apprend à être sage, poli, conforme, celui qui transgresse les règles porte en lui la promesse d'une liberté que nous avons perdue. Il représente cette partie sauvage de nous-mêmes que nous avons dû domestiquer pour être acceptés. Quand tu vois quelqu'un qui dit non sans s'excuser, qui prend ce qu'il veut sans demander la permission, qui vit selon ses propres lois, une partie de toi reconnaît cette liberté primitive. Et tu en veux un morceau. Le méchant ne te séduit pas malgré sa méchanceté. Il te séduit à travers elle, parce qu'elle représente tout ce que tu t'interdis d'être. C'est pour cela que tes tentatives d'être parfait te desservent. Personne ne tombe amoureux de la perfection. On tombe amoureux des fêlures,
des contradictions, des mystères. La perfection rassure, l'imperfection fascine, la bonté apaise, le danger électrise, la disponibilité réconforte, l'inaccessibilité obsède. Tu commences à voir le problème. 1960. Elizabeth Taylor, l'une des plus belles femmes du monde, est mariée à Eddie Fisher, un homme doux, attentionné, qui l'adore publiquement. Tout, Hollywood les envie. Puis arrive Richard Burton sur le tournage de Cléopâtre. Burton boit trop, il est marié. Il a une réputation de séducteur impitoyable. Il traite Elizabeth avec une nonchalance qui frôle le mépris. Quand elle entre dans une pièce, il ne lève même pas les yeux. Eddie Fisher, lui, se lève chaque fois qu'elle apparaît. Devine qui a gagné son cœur. Burton n'a pas séduit Elizabeth en étant gentil avec elle. Il l'a séduite en étant authentiquement lui-même, sombre, complexe, imprévisible. Il n'essayait pas de lui plaire. Il existait, point. Elizabeth a quitté la sécurité d'Eddie pour l'incertitude de Burton. Elle a changé sa vie pour un homme qui ne lui promettait rien d'autre que lui-même, sans filtre. Leur amour a été tumultueux, destructeur, passionnel. Ils se sont mariés 2 fois, divorcés 2 fois. Les journaux ont qualifié leur relation de toxique. Mais 40 ans plus tard, quand Elizabeth parlait d'amour, c'est le nom de Burton qui sortait de ses lèvres, pas celui d'Eddie. Tu vois l'erreur collective que nous faisons? Nous pensons que l'amour durable naît de la compatibilité, de la gentillesse, de la stabilité. Mais l'histoire nous montre que l'amour mémorable naît de l'intensité, de l'authenticité, du mystère. Eddie Fisher était le bon choix. Richard Burton était le vrai choix. La société nous conditionne à faire des bons choix, mais notre cœur nous pousse vers les vrais choix. Cette histoire s'est répétée des millions de fois depuis. Dans tes amis, dans ta famille, peut-être dans ta propre vie. Combien de fois as-tu vu quelqu'un abandonner une relation stable pour plonger dans une passion chaotique? Combien de fois t'es-tu dit « Mais qu'est-ce qu'il, elle, lui trouve ?» La réponse est simple. Il, elle, lui trouve ce que la sécurité ne peut pas offrir. L'imprévisibilité, le frisson, la sensation d'être vivant. Nous admirons Eddie Fisher. Nous désirons Richard Burton. C'est pour cela que tu peux être le partenaire. Idéal sur le papier et rester invisible émotionnellement. Parce que tu offres ce que la tête veut, mais pas ce que le corps réclame. Tu donnes de la sécurité dans un monde qui meurt d'ennui. Tu apportes de la stabilité à des cœurs qui cherchent l'aventure. Tu offres la paix à des âmes qui ont besoin d'être secouées pour se sentir exister. Et ça, c'est le drame de notre époque. Laisse-moi te raconter l'histoire de Sarah. Sarah, 28 ans, psychologue, a tout pour elle. Elle sort avec Marc depuis 2 ans. Marc l'emmène dîner dans de beaux restaurants, se souvient de ses anniversaires, écoute ses problèmes après ses longues journées de travail. Marc est le rêve de sa mère, le genre d'homme qu'on épouse. Puis Sarah rencontre Alex lors d'une soirée. Alex arrive en retard, ne s'excuse pas. Il porte un t-shirt troué, conduit une moto. Quand Sarah lui parle, il la regarde dans les yeux pendant 3 secondes de trop, puis détourne le regard comme si elle venait de l'ennuyer. Alex ne lui demande pas son numéro. Il lui dit simplement « Si tu veux me revoir, tu me trouveras ». Sarah rentre chez elle troublée. Marc l'attend avec son plat préféré et un sourire patient. Elle le regarde et ressent rien, ce vide terrible qu'elle confond avec de la fatigue. Les jours suivants, Sarah ne peut s'empêcher de penser à Alex, pas parce qu'il a été gentil avec elle, mais précisément parce qu'il ne l'a pas été. Il lui a donné quelque chose que Marc ne lui donnera jamais, le doute de sa propre valeur, la nécessité de prouver qu'elle mérite son attention. Marc lui offre son amour comme un cadeau gratuit. Alex lui fait comprendre que le sien se mérite. 6 mois plus tard, Sarah a quitté Marc pour Alex. Ses amis ne comprennent pas. Sa famille est inquiète. Sarah elle-même ne comprend pas complètement. Elle sait juste qu'avec Alex, elle se sent vivante d'une façon qu'elle avait oubliée, même quand il la fait souffrir. Surtout quand il la fait souffrir. Cette histoire, c'est celle de millions de femmes et d'hommes aujourd'hui. Ils quittent des relations parfaites pour des passions imparfaites. Ils abandonnent ceux qui les aiment pour courir vers ceux qui les défient. Et nous, les Marcs de ce monde, nous restons là, abasourdis, à nous demander ce que nous avons fait de mal. Rien. Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez juste fait quelque chose de trop prévisible. Vous avez aimé sans condition. Vous avez donné sans réserve. Vous avez été disponible. Émotionnellement 24h/24.
Dans un monde où l'attention est rare, vous avez offert la vôtre gratuitement. Et paradoxalement, ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Sarah ne méprise pas Marc. Elle le trouve juste, acquis, évident. Comme l'air qu'elle respire, essentiel mais invisible. Alex, lui, est comme une drogue rare, difficile à obtenir, impossible à prévoir, dangereusement addictif. Tu reconnais le pattern maintenant? Ce n'est pas que nous préférons les méchants aux gentils, c'est que nous préférons l'incertitude à la certitude, le défi à l'acquis, la conquête à la possession. La question devient alors, comment garder ta bonté tout en créant ce mystère qui fait battre les cœurs? Pour comprendre ce mécanisme, nous devons plonger dans l'architecture même de ton cerveau amoureux. Quand tu tombes amoureux, 3 systèmes neurologiques s'activent simultanément. La dopamine, l'ocytocine et la vasopressine. Chacune raconte une histoire différente. La dopamine, c'est le système de la chasse. Elle se déclenche dans l'anticipation, dans l'incertitude, dans la poursuite. C'est elle qui te fait vibrer quand ton téléphone sonne et que tu espères que c'est cette personne. C'est elle qui transforme l'attente en plaisir. Mais voici le piège. La dopamine diminue avec la prévisibilité. Quand tu sais que cette personne va répondre, quand tu es certain de son amour, ton cerveau arrête de produire cette drogue de l'incertitude. Les méchants maintiennent tes niveaux de dopamine élevés sans le savoir. Ils sont imprévisibles. Tu ne sais jamais si tu vas recevoir de l'amour ou de l'indifférence. Ton cerveau reste en mode chasse permanente. Les gentils, eux, créent de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, de la sécurité. C'est précieux pour construire une relation durable, mais c'est l'opposé de l'excitation. Tu vois le drame? Nous confondons l'attachement avec l'amour, la sécurité avec le désir. Mais il y a plus perturbant encore. Ton cerveau possède ce qu'on appelle un système de récompense intermittente. C'est le même mécanisme qui rend les jeux de hasard addictifs. Quand une récompense arrive de façon aléatoire et imprévisible, elle crée une dépendance plus forte que si elle arrivait systématiquement. Une personne qui te donne de l'amour constamment active ton système de récompense, puis il s'éteint par habitude. Une personne qui alterne amour et indifférence maintient ce système en vie. Elle crée une addiction neurochimique. C'est pour cela que tu peux te sentir plus amoureux de quelqu'un qui te fait souffrir que de quelqu'un qui te chérit. Ton cerveau confond l'intensité avec l'amour, le stress avec la passion. Et puis, il y a ce mécanisme encore plus sombre, la dissonance cognitive. Quand quelqu'un te traite mal après t'avoir montré de la bonté, ton cerveau refuse d'accepter que cette personne soit mauvaise. Alors il trouve des excuses. Il, elle, traverse une période difficile. Au fond, il, elle, m'aime vraiment. Je dois juste être plus patient. Tu rationalises la souffrance pour protéger ton investissement émotionnel. Les méchants créent cette dissonance cognitive constamment. Ils te donnent assez de bon pour que tu espères, assez de mauvais pour que tu doutes. Ton cerveau devient obsédé par la résolution de cette contradiction. Les gentils, eux, sont cohérents. Pas de dissonance, pas d'obsession. C'est cruel, mais c'est comme ça que nous fonctionnons. Ton cerveau n'est pas programmé pour apprécier ce qui est acquis. Il est programmé pour désirer ce qui lui échappe. La question n'est plus « pourquoi les méchants attirent-ils ?» La question est « comment utiliser cette connaissance pour créer des relations authentiques et profondes ?» Regarde autour de toi. Cette mécanique ne concerne pas seulement tes relations amoureuses, elle façonne notre société entière. Sur les réseaux sociaux, qui obtient le plus d'attention? Les influenceurs authentiques qui partagent leur quotidien avec bienveillance? Ou ceux qui créent du drama, de la polémique, de l'incertitude? Les algorithmes ne récompensent pas la gentillesse. Ils récompensent l'engagement. Et l'engagement naît de l'émotion forte. Colère, frustration, désir, jalousie. Nous avons créé un monde où être controversial rapporte plus qu'être bon. Observe la politique. Les leaders qui marquent l'histoire ne sont jamais les plus gentils. Gandhi était obstiné. Churchill était impossible. Martin Luther King dérangeait l'ordre établi. Même dans le bien, l'impact vient de ceux qui refusent de se plier, qui créent de la tension, qui dérangent le confort. Les masses suivent ceux qui les challengent, pas ceux qui les rassurent. Cette vérité dérange, mais elle explique pourquoi. Les entreprises les plus désirées ne sont pas les plus éthiques, mais les plus innovantes, celles qui bousculent les codes.
Les artistes les plus célébrés ne sont pas les plus techniques, mais les plus dérangeants. Ceux qui révèlent des vérités inconfortables. Les amis les plus marquants ne sont pas les plus disponibles, mais ceux qui nous poussent à grandir, même si ça fait mal. Nous avons été conditionnés à penser que l'harmonie était l'objectif. Mais l'harmonie sans tension, c'est la stagnation, c'est la mort lente. Les méchants comprennent instinctivement que les humains ont besoin de friction pour se sentir vivants. Ils créent du conflit, de l'incertitude, du défi. Les gentils essaient de supprimer toute friction. Ils veulent la paix, l'harmonie, l'accord permanent. Résultat, ils créent l'ennui. Et l'ennui, c'est la mort du désir. C'est pour cela que les relations parfaites s'éteignent, que les jobs confortables dépriment, que les villes tranquilles se vident. L'être humain a besoin de challenge pour se sentir vivant. Cette réalité crée un monde paradoxal où les meilleurs employés partent des entreprises qui les traitent le mieux. Les plus belles personnes tombent amoureuses de ceux qui les ignorent. Les citoyens les plus éduqués votent pour les leaders les plus dérangeants. Nous fuyons ce qui nous fait du bien pour courir vers ce qui nous fait nous sentir vivants. Et cette fuite massive vers l'intensité crée une société où la bonté devient invisible, où la gentillesse est prise pour de la faiblesse, où la stabilité est confondue avec l'ennui. Les gentils se retrouvent marginalisés dans un monde qui récompense l'audace, l'imprévisibilité, la transgression. Mais attention, cette analyse ne justifie pas la méchanceté. Elle révèle juste pourquoi elle fonctionne. La vraie question devient comment récupérer notre pouvoir d'attraction sans perdre notre humanité? Et toi dans tout ça? Toi qui as toujours cru que faire le bien te mènerait vers le bonheur, tu portes cette blessure invisible, n'est-ce pas? Cette fatigue profonde de donner sans recevoir, de voir ceux que tu aimes courir vers ceux qui ne les méritent pas, de rester dans l'ombre de ta propre générosité. Tu as développé cette croyance toxique. Si je suis assez bien, on finira par me choisir. Alors tu donnes plus, tu écoutes plus, tu pardonnes plus. Tu te contorses pour devenir la personne parfaite qu'on ne pourra pas quitter. Et plus tu deviens parfait, plus tu deviens invisible. Cette perfection que tu poursuis, elle n'est pas de l'amour de soi. C'est de la peur déguisée. Peur d'être rejeté si tu montres tes vraies couleurs. Peur d'être abandonné si tu poses tes limites. Peur d'être seul si tu arrêtes d'être indispensable. Alors tu t'effaces. Tu dis oui quand tu penses non. Tu souris quand tu as envie de pleurer. Tu rassures quand tu as besoin d'être rassuré. Tu deviens un fantôme de toi-même. Et le pire, c'est que ça ne marche pas. Plus tu t'effaces, moins on te voit. Plus tu donnes, moins on te valorise. Plus tu es disponible, moins on te désire. Tu as créé un personnage, la personne gentille, compréhensive, toujours positive, et tu as oublié qui tu étais en dessous. Cette colère que tu ressens parfois, cette envie de tout envoyer promener, c'est ton vrai moi qui suffoque sous le poids de ta bonté performative. Tu n'es pas en colère contre les méchants qui gagnent. Tu es en colère contre toi-même qui a accepté de perdre. Tu as échangé ton authenticité contre de l'acceptation. Et maintenant, tu réalises que personne n'aime vraiment quelqu'un qui se cache derrière un masque, même si ce masque est parfait. La vérité nue, c'est que tu as peur. Peur de montrer tes défauts, peur d'exprimer tes besoins, peur de dire non sans t'excuser, peur d'être humain. Alors tu restes dans cette prison dorée de la perfection, en regardant les imparfaits vivre la vie que tu n'oses pas te donner. Tu envies leur liberté, tout en méprisant leur méthode. Tu admires leur authenticité, tout en critiquant leur choix. Tu voudrais leur assurance, tout en gardant ta supériorité morale. Mais au fond, tu sais la vérité. Ils ne sont pas méchants. Ils sont juste libres d'être eux-mêmes. Et cette liberté, elle t'attire autant qu'elle t'effraie. Parce que si tu commençais à être authentiquement toi, tu devrais accepter d'être imparfait. Tu devrais risquer d'être rejeté pour ce que tu es vraiment, pas pour ce que tu prétends être. Et ça, c'est le défi le plus terrifiant qui soit. Être aimé pour qui tu es, pas pour ce que tu donnes. Alors, comment sortir de cette prison? Comment récupérer ton pouvoir sans devenir quelqu'un que tu ne reconnais pas? D'abord, arrête de fuir l'inconfort. L'inconfort, c'est ton GPS émotionnel. Quand quelque chose te dérange, c'est que ton âme essaie de te dire quelque chose d'important. Cette gêne que tu ressens quand quelqu'un te traite mal, écoute-la. Ne la rationalise pas. Ne trouve pas d'excuse à l'autre. Sens-la pleinement. L'inconfort te dit « ça, ce n'est pas acceptable pour moi ». Commence par de petites choses.
Dis non sans t'excuser. Non, je ne peux pas. Point final. Pas de justification de 3 paragraphes. Juste non. Observe ce qui se passe. Le monde ne s'effondre pas. Les gens ne t'abandonnent pas. Certains te respectent même plus. Ensuite, cultive le mystère. Pas la manipulation, le mystère. Arrête de tout expliquer. Arrête de te justifier constamment. Arrête de donner tous les détails de ta vie à qui veut les entendre. Garde des jardins secrets. Aie une vie intérieure riche que tu ne partages pas avec tout le monde. Développe des passions pour toi, pas pour impressionner. Le mystère, ce n'est pas cacher qui tu es. C'est révéler qui tu es lentement, par couches, comme un cadeau qu'on déballe avec délicatesse. Apprends l'art de la présence électrique. Quand tu es avec quelqu'un, sois vraiment là, pas sur ton téléphone, pas dans tes pensées, là, entièrement. Regarde les gens dans les yeux, écoute leurs mots, mais aussi leur silence. Crée de l'intensité par ta présence, pas par tes actions. Développe tes standards, pas des standards impossibles, mais des limites. Clair sur ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Je ne tolère pas qu'on me parle sur ce ton. Je ne reste pas avec quelqu'un qui ne me respecte pas. Je ne donne mon temps qu'à ceux qui le valorisent. Ces standards ne sont pas de la méchanceté, c'est de l'amour de soi. Cultive ton indépendance émotionnelle. Arrête d'avoir besoin de l'approbation des autres pour te sentir bien. Trouve ta validation en toi-même. Cela ne veut pas dire devenir égoïste. Cela veut dire devenir complet en toi-même pour pouvoir donner aux autres sans te vider. Pratique l'art du timing. Tout n'est qu'une question de timing. Ne sois pas toujours disponible. Laisse les gens t'attendre parfois, pas par manipulation, mais parce que tu as une vie riche qui ne tourne pas autour d'eux. Et surtout, accepte tes parts d'ombre. Tu as de la colère? Parfait. Tu as des besoins? Excellent. Tu as des limites? Magnifique. Ces défauts ne sont pas des bugs, ce sont des features. Ils te rendent humain, authentique, intéressant. Les méchants n'ont pas peur de leur part d'ombre. Ils les assument. C'est pour cela qu'ils paraissent complets, entiers. Toi aussi, tu peux devenir complet sans devenir méchant. Il suffit d'arrêter de fuir qui tu es vraiment. Mais, et si nous pouvions changer les règles du jeu? Et si nous pouvions créer une société où l'authenticité l'emporte sur la manipulation, où la profondeur attire plus que la superficialité? Cette transformation commence par nous, par toi, par moi, par chaque personne qui refuse de jouer selon les anciennes règles. D'abord, redéfinissons l'attractivité. Au lieu de valoriser ceux qui manipulent les émotions, célébrons ceux qui les honorent. Au lieu d'admirer ceux qui prennent sans donner, respectons ceux qui donnent en se respectant. Dans tes relations, privilégie la réciprocité sur la générosité unilatérale. Ne donne ton énergie qu'à ceux qui te donnent la leur. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'équilibre. Enseigne par l'exemple. Montre qu'on peut être fort sans écraser, qu'on peut être mystérieux sans mentir, qu'on peut avoir des standards sans être méprisant. Deviens le genre de personne qui inspire les autres à grandir, pas à souffrir. Dans tes amitiés, entoure-toi de gens qui te challengent avec bienveillance. Fuis ceux qui te drainent pour le plaisir. Choisis ceux qui te poussent vers ta meilleure version. En tant que parent, éducateur, mentor, apprends aux jeunes que l'amour véritable n'est pas synonyme de souffrance, qu'une relation saine peut être passionnelle sans être destructrice. Montre-leur que le respect de soi attire plus que l'effacement, que poser des limites crée de l'intimité plus profonde que la disponibilité totale. Sur les réseaux sociaux, partage ta vraie vie, pas ta vie parfaite. Montre tes luttes, tes questionnements, tes imperfections. Rends l'authenticité virale. Dans ton travail, valorise la collaboration sur la compétition. Crée des environnements où la vulnérabilité est accueillie, où l'erreur est une opportunité d'apprendre. Récompense ceux qui osent être vrais même si c'est inconfortable. En amour, refuse les relations basées sur le drama. Cherche l'intensité dans la profondeur, pas dans le conflit. Crée de la passion par la croissance mutuelle, pas par la souffrance partagée. Montre qu'on peut vibrer ensemble sans se détruire. Cette révolution silencieuse commencera par contaminer ton cercle proche. Tes amis remarqueront que tu es différent, plus calme, mais plus présent, plus sélectionné, mais plus généreux avec les bonnes personnes. Ils voudront comprendre ton secret, et quand ils demanderont, tu pourras leur dire « J'ai arrêté de mendier l'amour, j'ai commencé à le mériter ». Cette phrase, elle peut changer des vies. Imagine un monde où les enfants grandissent en apprenant que l'amour sain existe.
où les adolescents ne confondent plus intensité et toxicité, où les adultes choisissent leur partenaire pour grandir ensemble, pas pour souffrir ensemble. Ce monde est possible. Il commence par ta décision de ne plus accepter les miettes d'amour, de ne plus confondre passion et douleur. Il commence par toi qui refuses de jouer selon les anciennes règles. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi dans 10 ans. Tu es là, assis dans un café, en train d'observer le monde autour de toi. Tu vois ces couples où l'un court après l'autre, où l'un se diminue pour que l'autre se sente grand. Tu vois ces amitiés déséquilibrées, ces relations de travail toxiques, ces amours qui ressemblent à des champs de bataille. Et tu souris, pas avec mépris, mais avec compassion, parce que tu te souviens d'avoir été là. Tu te souviens d'avoir cru que l'amour était synonyme de sacrifice, que la bonté était synonyme d'effacement. Maintenant, tu sais que l'amour véritable ne demande jamais à quelqu'un de devenir moins pour que l'autre se sente plus. Tu sais que l'attraction authentique naît de 2 personnes complètes qui choisissent de grandir ensemble. Tu as appris l'art délicat d'être à la fois doux et fort, présent et mystérieux, généreux et sélectif. Tu n'es pas devenu méchant, tu es devenu entier. Les gens autour de toi le sentent. Il y a quelque chose dans ta présence qui commande le respect sans l'exiger. Quelque chose dans ton regard qui inspire la confiance sans la mendier. Tu attires désormais les bonnes personnes, celles qui reconnaissent ta valeur sans que tu aies à la prouver. Celles qui t'aiment pour qui tu es, pas pour ce que tu donnes. Et les mauvaises personnes, elles passent leur chemin, ton énergie stable et centrée les dérange. Elles préfèrent les terrains plus mouvants, les cœurs plus fragiles. C'est ça, la vraie victoire. Pas d'attirer tout le monde, mais d'attirer les bonnes personnes. Tu repenses à cette vidéo que tu as regardée il y a des années. Cette vidéo qui t'a fait comprendre que le problème n'était pas les méchants qui gagnaient. Le problème était toi qui jouais selon leurs règles. Maintenant, tu as tes propres règles, tes propres standards, ta propre définition de l'amour. Et cette définition ne ressemble plus à un sacrifice. Elle ressemble à une célébration. Ton téléphone vibre. Un message de quelqu'un qui t'aime vraiment. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es vrai. Pas parce que tu donnes sans compter, mais parce que tu sais recevoir avec grâce. Tu souris en lisant ce message. C'est ça, l'amour que tu mérites. C'est ça, l'amour qui t'attend quand tu arrêtes de courir après ceux qui fuient et que tu commences à marcher vers ceux qui viennent à ta rencontre. La révolution commence aujourd'hui. Elle commence par toi, qui refuse de jouer selon les anciennes règles. Elle commence par ta décision de te choisir. Enfin, si tu as ressenti quelque chose à travers ces mots, abonne-toi et partage cette vidéo. Ensemble, nous pouvons réveiller plus de conscience.